Merci à tous de votre projet. On va faire une présentation, on va essayer de faire une présentation un peu originale, donc en tandem, où on va se passer successivement la parole avec Marine, ce qui veut dire qu'on va devoir garder nos masques, mais c'est pas très grave, le son passe très bien, j'ai l'impression. Donc, la série de présentations s'organise de la façon suivante. Après l'introduction que Philippe vient de faire, donc nous, on va parler avec Marine un peu plus des colonies de Haploops, qui sont des habitats benthiques remarquables, on espère vous en convaincre, et de certains aspects scientifiques qu'on a développés dans le cadre du projet. Ensuite, on va vous présenter un film d'animation réalisé par Quentin Lotou et Agathe Zavaro autour de la vie, du cycle de vie des Haploops. On va faire une brève pause et puis après on va plutôt passer sur les aspects plus appliqués avec les différentes techniques de biomonitoring, de surveillance de l'environnement développées dans le cadre de ce projet qui va être présenté par Agnès Balzer et Pierre Marelli. Et on va conclure la journée par donc, une sorte de table ronde qui va être animée par côté d'hiver. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue. Merci Edouard, bonjour à tous. Donc comme... Comme vous indiquez, Edouard, on va faire une première présentation en tandem donc sur les apports scientifiques du projet OUPLA, donc sur les colonies du Haploops, qui sont donc un habitat benthique remarquable. La présentation va commencer donc par une reconceptualisation du projet et une présentation de la zone d'étude. Ensuite, on va vous expliquer les relations entre les POCMAPS et les Haploops, donc c'est des termes qu'on va définir plus tard, et vous présenter des résultats sur les communautés benthiques qui sont associées à cet habitat, et on va terminer par des conclusions et des perspectives. Donc pour commencer, donc depuis 2009, l'École centrale de Nantes développe et opère le CDC SEMREV au large du Croisic pour tester des prototypes de récupération d'énergie de la houle et d'éoliennes flottantes. Ce site d'1 km², l'électricité qui est produite sur ce site est acheminée au niveau de la presqu'île du Croisic grâce à un câble électrique d'export de 23 km de long. Il fait 90 mm de large. C'est un câble de 8 MW qui a été ensouillé à 1,50 m dans les sédiments en septembre 2012 et il a été mis en fonctionnement en septembre 2018. Autour de ce câble, donc on a différents types d'habitats. On va avoir du site jusqu'au niveau du plateau du Four, des environnements qui sont plutôt sableux, sable fin, sable moyen. Et passer le plateau du Four jusqu'à la côte, on va avoir plutôt des habitats vaseux. Les deux environnements qui vont nous intéresser, donc c'est la station 10 avec une station de vase sableuse nue et la station 8, donc, qui sont les banquettes à Haploops. On va dire, qu'est-ce que c'est un Haploops? On en parle depuis le début, on ne sait effectivement toujours pas ce que c'est. Donc, les Haploops, c'est des crustacés amphipodes, tubicoles, strictement suspensivores. Donc, sur le site, sur la zone d'étude, on a des densités qui vont jusqu'à 6200 individus par mètre carré. La longueur maximale du tube est de 12 cm, sachant qu'en fait, il est partiellement enfoui dans la base. La bibliographie estime son cycle de vie à environ 2 ans. Donc, c'est une espèce ingénieure du fait de ces tubes et de cette grande densité, donc, qui va engendrer une biodiversité macrophonique associée. C'est des zones également de nurserie et refuge pour certaines espèces. En termes de répartition mondiale, donc les Haploops, le genre Haploops est présent sur différents océans
et seraient principalement, ont principalement été invertoriés dans l'hémisphère nord. Une des particularités des peuplements dans le golfe de Gascogne, c'est ses densités. Il faut savoir, donc, comme je le disais un peu plus haut, donc on a des communautés qui vont jusqu'à 6200 individus par mètre carré, mais on a estimé la présence de jusqu'à 20 000 tubes par mètre carré. Donc ça veut dire qu'il y a des tubes qui sont vides. Comme on peut le voir, donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est des tranches de sédiments qui ont été enrésinés. En haut, vous voyez, donc c'est comme un scanner, comme une imagerie médicale. Donc on voit de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, enfin, de l'avant vers l'arrière. Et après, en bas, c'est de bas en haut, de bas en haut. Donc là, vous avez ça pour la base nue et de l'autre côté, des haplops. On peut voir que dans la base nue, on voit assez nettement une stratification, que c'est relativement homogène, même si on voit de temps en temps en fait, des gastéropodes et quelques terriers. Alors que dans la base haplops, on voit en fait ces grandes interstices qui correspondent à ces tubes vides. Et donc, c'est assez hétérogène, assez chaotique. Et donc qui vont jouer un rôle important au niveau de la dynamique sédimentaire, mais également dans les flux d'eau. Je vais passer maintenant la parole à Édouard. Là, je vais vous présenter la relation entre les popmarks et les haplops. Merci Marine. Après la caractérisation des processus sédimentaires, voici ce qu'on peut observer grâce à des outils de géophysique de subsurface qui sont pour l'essentiel acoustiques et qui ont été acquis ici grâce au navire océanographique l'Aliotis, donc géré par G-Navire, auquel on a eu accès. Donc vous avez ici un profil SHIRP où on a accès en coupe à la géologie, en particulier à la sédimentologie du site. Donc, vous avez ici une tranchée qui est globalement orientée est-ouest, dans la zone d'étude, avec donc ici en exergue une petite lacune ici dans ce profil très perturbé ici, qui n'est pas d'étude, qui contraste avec plutôt à la droite ici, un profil beaucoup plus lisse et beaucoup plus marqué. Donc ça caractérise l'environnement à haplops, cette signature acoustique, et ici cette lacune qui est prolongée ici dans la sédimentation, un POCmark. Donc un POCmark, c'est quoi? C'est en fait une zone, un conduit préférentiel de dégazage de méthane. Et ce méthane est matérialisé ici dans ce profil par ce qu'on appelle un masque acoustique. Donc on voit ici que la sédimentologie, les strates sédimentaires ne sont plus visibles à partir de certaines profondeurs. Et en fait, cette couche sédimentologique ici est perturbée par ce conduit. De l'autre côté, on a ici donc quelque chose d'assez caractéristique d'une vase relativement fine qui, d'un point de vue acoustique, va être un réflecteur très marqué. Et on peut voir qu'il y a quand même du méthane dans cette zone aussi. Et on peut voir ici une zone où le méthane n'est pas présent. Et du coup, on peut voir que la prolongation finalement des figures sédimentaires qu'on observe à côté. Et donc, en fait, ici, ce n'est pas parce que on ne voit pas les figures sédimentaires qui ne sont pas présentes. C'est juste que le gaz a tendance à les masquer. Ce qui est intéressant ici, c'est que la profondeur de ce réservoir de méthane est dans cette coupe autour de 6 à 8 mètres. Et que donc, pour connecter le méthane à la colonne d'eau, ces conduits-là sont finalement le vecteur préférentiel. Si on regarde les résultats acoustiques, mais pas en coupe, mais plutôt en carte, on voit ici les deux provinces bien délimitées grâce à ce type de résultats. La bathymétrie aussi va nous aider à bien caractériser les environnements à haplops et va nous permettre, grâce aux dépressions qui sont formées dans le substratum,
de compter finalement et d'évaluer la taille, en tout cas les caractéristiques géométriques de ces pockmarks, donc, qui sont en fait des sortes de cratères. Ces dépressions, donc, une fois comptées, peuvent atteindre des densités de l'ordre de 13 000 pockmarks par kilomètre carré. Donc, on voit une très très forte densité ici de ces structures sédimentaires particulières. Donc, il y a une activité d'échange, en tout cas de perte de gaz, du réservoir de subsurface vers la colonne d'eau, qui est probablement très important. Donc, dans le cadre de ce projet, les hypothèses, on va dire, scientifiques qu'on a élaborées et qu'on voulait tester afin de pouvoir mettre au point l'outil de surveillance environnementale, était que l'activité des pockmarks était coévoluée avec les banquettes de la Ploups. Il y avait une relation intime entre ces deux phénomènes. Que la présence des tubes pouvait, par la rugosité de surface qui générait, favoriser l'accumulation de particules fines, ces particules fines étant souvent plus riches en minéraux réactifs et aussi en matière organique. Et du coup, cette accumulation préférentielle pouvait générer des processus de minéralisation de la matière organique et des processus biogéochimiques sédimentaires plus intenses dans les Ploups par rapport à la vase nue, on va dire, à laquelle on compare ces environnements. Et enfin, une autre hypothèse qu'on a formulée est que la zone à Ploups était plus active vis-à-vis du métal, qui pourrait expliquer la relation intime entre les deux phénomènes. Et du coup, avec un transfert de méthane qui, si de façon évolutive, générerait un transfert de particules important, et comme on a dit, les Ploups sont des suspensibles orthiques, peut-être des conditions favorables à leur développement, ou alors de tester l'hypothèse que l'activité, on va dire, méthanogène favorisait aussi des recyclages de la matière organique importante, et notamment des flux de nutriments vers la colonne d'eau plus importante. C'est un peu ça les hypothèses de travail. Un premier résultat de la géophysique, au-delà de la cartographie, on va dire, de la zone de la Ploups, a été réalisé autour de la dynamique, on va dire, interannuelle. On a fait 3 campagnes successives de surveillance géophysique. Et un fait remarquable a été l'évolution entre 2017 et 2018. Comme on peut voir ici dans cette diapo, on voit que toute la province colorée en jaune correspond à une progradation de la banquette de la Ploups. Et cette surface représente près de 2 km², ce qui est quelque chose de l'ordre de 5% de la surface globale de la banquette de la Ploups de la région. Pour un peu, donc ça a permis de montrer, en plus, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans ce contexte, à la fois les Ploups sont progressés, à la fois l'activité des pockmarks aussi s'est intensifiée dans cette zone. Donc ça a conforté notre hypothèse première. Et dans ce contexte, on a essayé de comparer la géochimie des sédiments dans les deux provinces, dans les deux faciès sédimentaires étudiés. Et un des marqueurs, on va dire, qui permettait de montrer l'activité méthanogène et l'influence de cette activité sur la colonne sédimentaire et sa géochimie était de caractériser ce qu'on appelle la zone de transition entre la présence de sulfate, ici en bleu dans la figure, et la présence de méthane en rouge. Et on voit que les deux courbes se croisent dans des zones bien déterminées, dans le faciès à Ploups, enfin, dans le faciès à base nue, pardon, à une profondeur de l'ordre de 3,50 m, et dans le faciès à Ploups, à une profondeur de l'ordre plutôt de 2,50 m. On voit aussi que la concentration en méthane mesurée est plus importante dans les Ploups, c'est-à-dire on se rapproche des 1000 micromoles par litre, 1 millimole par litre, alors que dans la zone à base nue, on est plutôt autour de 800. Donc ça nous a permis de définir l'intensité de la réaction entre le méthane et le sulfate qui caractérise cette zone de transition, à la fois en intensité et en profondeur. Ce qu'on peut noter aussi dans ce graphique, c'est que dans la zone à Ploups, on a une rupture de pente que vous pouvez observer donc, par la flèche qui est représentée en haut à droite.
Et cette rupture de pente a été interprétée comme une zone où l'advection, c'est-à-dire la circulation d'eau à l'intérieur du sédiment, était favorable, alors que le sédiment invasif est plutôt imperméable. Et cette advection, elle est favorisée, cette circulation d'eau, elle est favorisée par la densité de ces tubes. Et on voit ici que la rupture de pente correspond à peu près à une profondeur de 50 cm. Et on a observé par des observations directes qu'on pouvait trouver des tubes à très forte densité jusqu'à une profondeur équivalente. Donc, les APLUPS sont des zones où la SNTZ est plus intense et plus proche de la surface, ce qui veut dire que l'affluence du méthane est plus grande. Ça va se traduire dans la distribution des éléments qu'on appelle des nutriments comme le phosphate et l'ammonium, qui sont des produits de dégradation de la matière organique. Et le transfert de ce méthane et de ce phosphate vont se faire vers la surface selon le gradient chimique, c'est-à-dire que les éléments vont diffuser du plus concentré en profondeur vers le moins concentré en surface, et donc générer un flux à l'interface au sédiment. On voit ici qu'en profondeur, dans les APLUPS, les concentrations sont plus importantes que dans la basaline. Par contre, près de la surface, on voit aussi, non, je l'ai pas mis, dans cette zone-là, l'effet de l'advection qui va un petit peu effacer le gradient chimique et donc peut-être ralentir la diffusion de ces nutriments vers la surface. Donc, les zones à APLUPS sont des zones où le recyclage des nutriments est plus intense, mais on ne sait pas trop encore si les flux de transfert vers la colonne d'eau sont plus importants. Et pourquoi cette question est importante? Parce qu'on pourrait imaginer que non seulement l'activité du méthane génère des éruptions qui vont favoriser la remise en suspension de particules, donc qui vont nourrir directement les APLUPS, mais aussi on peut imaginer que les flux de nutriments vont favoriser la production primaire dans la zone, la grande province de banquette à APLUPS, et donc stimuler aussi la disponibilité de la matière organique fraîche par le biais du plancton ou du phytobenthos, qui va être éventuellement servir de nourriture pour les organismes. Comme on a parlé de l'advection et de l'importance de l'advection sur les flux à l'interface, sur le transfert des nutriments entre les sédiments et la colonne d'eau, on a regardé à une échelle beaucoup plus fine, c'est-à-dire à l'échelle des tubes, quelle était la distribution de ces éléments nutritifs. Et ce qu'on a vu, donc vous avez ici des représentations en 2 dimensions de la distribution de ces éléments chimiques. L'interface au sédiment, elle est matérialisée par le 0 qui est présenté dans chacune des images, chacune des vignettes. Et on voit que, contrairement à ce qu'on a vu en termes de recyclage, d'intensité de recyclage, on voit ici qu'il y a plus de nutriments, et notamment de phosphate et d'ammonium, près de l'interface dans la zone de Vasmus, ce qui est un résultat un peu surprenant. Mais si on considère que l'advection peut jouer un rôle important, en regardant les mêmes distributions de ces mêmes nutriments dans la banquette à APLUPS, on voit des figures de distribution assez particulières qui sont plutôt verticales. Et en fait, on montre bien ici qu'il y a une circulation d'eau qui est favorisée et qui du coup va effacer en quelque sorte certains gradients géochimiques et en particulier diluer la concentration de ces éléments. Le résultat de ça est que le transfert d'eau, la circulation d'eau plutôt oxygénée à l'intérieur de ces banquettes à APLUPS va favoriser l'oxydation des espèces réduites comme l'ammonium, par exemple. Et le résultat de ça, c'est la production de nitrates. Et comme on peut voir dans les 2 vignettes de gauche, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de nitrates près de l'interface au sédiment dans les banquettes à APLUPS par rapport à la basine. Et donc, on peut, en tout cas, confirmer l'idée que l'advection favorise le transfert d'azote et la transformation de cet azote en nitrate à l'interface au sédiment. Maintenant, l'hypothèse qui reste à démontrer, c'est est-ce que cette production de nitrate est un stimulant suffisant pour générer de la nourriture, et est-ce que cette nourriture est un facteur, finalement, de la distribution de ces colonies.
Donc pour finir, voici une estimation des flux diffusifs, pas par advection, où on voit effectivement qu'il y a un flux de nitrate du sédiment vers l'eau plus important à droite, alors qu'à gauche, il n'y a quasiment pas d'échange, c'est-à-dire que dans la base nue, il n'y a quasiment pas d'échange. Donc voilà, on a une sorte de quantification de ce flux. Donc ce qui reste à montrer maintenant, c'est est-ce que ce flux est suffisant pour stimuler la production primaire et est-ce que les Apploops en profitent. Je passe la parole à Marème qui va vous parler un petit peu de la macrofaune. Merci Edouard. Dans le cadre de son suivi réglementaire, l'École centrale fait des suivis de la macrofaune, notamment sur deux stations, enfin les deux stations qui nous intéressent le plus ici, donc la station 8 avec la banquette à pouces. Je vous ai mis quelques illustrations faites par Jean-Baptiste Champilou qui montrent un petit peu les différentes espèces qu'on peut voir. Et également donc, la station 10. Donc la vase sableuse nue où on voit donc les bras, donc pas mal de fluor. Là, c'est des lanis, donc des vers tubicoles et une sériante. D'un point de vue richesse spécifique, donc nombre d'espèces, les deux stations s'équivaut. Par contre, quand on regarde les indices de diversité, si donc on prend en compte les Apploops comme étant, on les sort de notre assemblage et on dit qu'on les répertorie comme environnement, on a des indices de diversité beaucoup plus forts dans les faciès Apploops que dans la vase nue, qui s'explique par une plus forte équitabilité, donc une répartition des abondances plus importante, enfin mieux répartie, alors que dans le faciès à vase nue, on va avoir des abondances qui sont plus fortes, en nombre d'individus total, mais par contre qui vont être répartis sur quelques espèces, ce qui indique un faciès qui est soumis à un stress. On voit aussi, quand on regarde un peu les différents groupes associés à ces deux habitats, l'un, donc la faciès à vase nue, se compose, il y a une dominance en annélide et en échidoderme, alors que pour le faciès à Apploops, on a une dominance annélide et crustacée, pardon. Ça peut s'expliquer, en fait, les échinodermes qu'on retrouve dans la vase nue sont, comme montré dans les photographies précédentes, c'est des ophures qui vont donc s'enfouir et bioperturber le sédiment. Et dans la bibliographie, il est mentionné qu'en fait cette bioturbation peut empêcher en fait la colonisation par les Apploops, qui ont besoin d'un support beaucoup plus stable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la macrofaune. Je vais repasser le micro à Edouard pour vous présenter les résultats sur les foraminifères. Merci, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis avec ces différents échanges. Donc pour les foraminifères, le constat est relativement le même que pour la macrofaune. Ici, vous avez la représentation de la distribution verticale des foraminifères vivants dans les 5 premiers centimètres de sédiments, donc prélevés grâce à des carottes en plongée. À ce propos, je tiens à dire que les conditions de plongée sont extrêmement complexes dans ce type d'environnement parce que la turbidité est très forte. Et donc, on a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir récupérer assez de matériel et de pouvoir récupérer des plongeurs en bonne santé. Donc, je tiens à les remercier ici. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à gauche dans le graphique de gauche, on voit, si on considère, sans rentrer dans le détail des espèces de foraminifères, mais si on considère juste que chaque couleur est une espèce différente, on voit une forte dominance de l'espèce marron, qui s'appelle Elphidium celsiensis. On voit aussi que la distribution des autres espèces verticales montre une diminution assez rapide de leur densité en fonction de la profondeur, alors que l'espèce Elphidium a tendance à plutôt prospérer avec la profondeur. Les densités sont relativement plus importantes par rapport aux faciès à Apploops. On voit effectivement qu'on a des densités qui peuvent monter jusqu'à 2000 individus par 50 cm3, alors que dans les faciès à Apploops, on tourne autour de 500 au maximum.
Par contre, dans le faciès à Ploups, comme Marine l'a constaté pour la macrofaune, on voit une biodiversité importante et une certaine équitabilité dans la distribution de ces espèces. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'espèces majeures que dans le faciès à vase nu. Donc, pour un petit peu conclure sur les aspects relation Pockmarks versus Aploups, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la colonisation des Aploups correspond bien à l'apparition des Pockmarks. Donc, les Aploups pionniers vont se développer sur des sédiments sableux-vaseux en même temps que les Pockmarks vont apparaître. Ça a pour conséquence un envasement des sables. Donc, en fait, on va commencer à trier grâce à la rugosité générée par les tubes, donc les particules fines. On a vu aussi que le réservoir de méthane est plus proche de la surface dans les banquettes à Aploups. On a aussi pu remarquer que la zone de colonisation correspondait à une zone où le méthane était vraiment, le masse acoustique était assez près de la surface. Donc, des conditions favorables à cette colonisation. On a vu que dans les Aploups, globalement, les SMTZ étaient plus superficielles et la réactivité était beaucoup plus intense, ce qui favorisait le recyclage des nutriments en profondeur. On a vu aussi que la présence des tubes générait une forte irrigation du sédiment par l'eau de fond qui est relativement bien oxygénée, favorisant des échanges, on va dire, par advection entre les eaux corales et les eaux de fond. Et ça avait tendance à générer une nitrification importante qui peut constituer, et c'est là une question qui reste ouverte, une source de nitrate et de phosphate plus importante qui pourrait générer après une source de production primaire. On a vu que les banquettes à Aploups sont des écosystèmes où la biodiversité est plus importante et où la répartition des espèces est plus équilibrée. On n'a pas constaté d'espèces, on va dire, inféodées uniquement au habitat à Aploups, mais par contre, les assemblages sont relativement caractéristiques pour qu'on puisse vraiment bien distinguer les communautés et éventuellement remonter, par exemple, dans le passé et puis envisager le monitoring, des choses que vont développer Pia et Agnès tout à l'heure. Donc, en termes de perspective, il reste un petit peu à quantifier et à bien observer, enfin, à être capable d'observer, de quantifier ces événements de resuspension des particules associés à l'activité des Pockmarks. Donc ça, il faut avoir un peu de chance pour que les observations passent au moment où il y a une éruption. Évidemment, ce n'est pas évident. Quantifier les flux advectifs de nutriments, c'est quelque chose aussi qui demande beaucoup de travail. On a déjà les données, mais maintenant, c'est l'effort de modélisation qui est important, et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Enfin, on a eu la chance de prélever une série de carottes longues dans lesquelles on a caractérisé la SLTZ, mais aussi la sédimentologie, et on a beaucoup de matériel qui va regarder comment se distribuent les foraminifères dans le temps, en regardant les faunes mortes, puisqu'ils ont la caractéristique d'avoir des coquilles, et voir éventuellement si on peut développer un proxy de dynamique de la colonisation des Aploups et, pourquoi pas, de l'activité des Pockmarks, donc en remontant dans le passé sur plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Et évidemment, derrière, cet environnement remarquable demande à être étudié avec des outils de surveillance relativement complexes, puisque justement, ce sont des événements épisodiques qui génèrent des éruptions, et peut-être que dans ce contexte, seulement une observation continue permettra de vraiment être témoin de ce processus. Voilà, et je vais laisser la parole à Marine pour conclure cette présentation. Merci. Juste une dernière diapo pour indiquer qu'en fait, les banquettes à Aploups ont été classées comme espèces ou habitat à enjeu fort dans les documents, donc cartographie et rapports, qui ont été présentés pour le débat public éolien en mer de Bretagne Sud de 2020. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marine, merci Édouard. Donc on va passer à la session de questions-réponses. Je vais commencer par prendre des questions dans la salle, pendant qu'on regarde un peu s'il y a des questions en ligne. Est-ce que vous avez des premières questions?
Bon, alors, voilà, alors Agnès, alors je vais m'approcher avec le micro, hein, comme on a dit tout à l'heure, et je vais tendre le micro. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais justement demander, espace habitat à fort enjeu, enfin, habitat à fort enjeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit du tout de les toucher? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, c'est les habitats ou espèces à fort enjeu, en fait, c'est classé un peu comme la même façon que les os, terres, le merle, voilà. Donc, il y a une diversité qui est importante et oui, l'objectif est plutôt de les préserver. Ça n'exclut pas une installation, mais ça demande un suivi particulier ou des ERC un peu plus complexes ou... Alors, ça, je ne sais pas dire, ça dépend en fait du comité de suivi et après à quel niveau et quels stress sont exercés sur les communautés. Et peut-être pour compléter la question, c'est dans cette zone là de Bretagne Sud, hein, qui s'étend sur une surface assez considérable pour l'instant, puisque le parc la localisation du parc sera choisie dans cette macro-zone. Est-ce qu'il y a des APUX qui sont présents sur cette zone-là? Alors là, comme on voit sur la cartographie, en fait, les peuplements vont être là en béton carnot, en Loire. Donc, en fait, donc ce ne sera pas vraiment le parc. Ça peut être simplement au niveau du raccordement électrique, mais après, je pense que... Donc, au niveau de la macro-zone du parc, aujourd'hui, il n'y a pas de zones à plus qui sont recensées. Est-ce qu'il y a une autre question? Elle est bonne, celle. Je reste dans le contexte. Moi, j'avais peut-être une question par rapport au site de Semerel. On voit qu'on n'est pas très loin. Enfin, si j'ai bien compris, on est entre la côte et Semerel sur la colonie de la Flux qu'on a pu caractériser. Oui. Est-ce que les conditions de sol et les conditions de présence de méthane pourraient, et on voit que c'est une population qui croît, pourraient provoquer d'ici quelques années une croissance jusqu'au site de Semerel, ou est-ce qu'on n'ira pas jusqu'à là? Non, parce qu'après, on a vraiment des habitats, comme je vous montrais sur la première carte, on a vraiment des habitats sableux, même du sable très grossier coquillé. Donc, on n'a pas en fait les conditions qui sont appropriées pour le développement des A+. Voilà. En fait, donc les zones, en fait, dans ma station 7, pour moi, c'est une station où on est en limite de répartition des APUX, puisque sur mes différentes bennes, j'ai une grande hétérogénéité, parce que je peux avoir des bennes de APUX et des bennes également qui sont majoritairement composées de haut fur. Mais après, en fait, c'est vraiment du sable fin, donc qui est matérialisé par le jaune, et par l'orange, c'est du sable qui est moyen, grossier. Voilà. D'accord, une question. Ce que je vous propose, c'est aussi de vous présenter juste avant de poser la question, parce qu'avec les masques, ce n'est pas toujours évident. Ok, Gaëtan Morin, du coup de RTE. Je me posais une question sur la station 7. J'imagine que vous aviez eu un état initial de référence avant la fonte du câble. Est-ce que vous avez regardé du coup déjà les densités ou l'abondance de la flux à l'époque et savoir du coup s'il y a une résilience potentielle de l'espèce après le passage du câble ou sa protection? Alors ça sera vu à la seconde présentation de l'Aide. C'est une excellente question pour introduire la deuxième présentation de tout à l'heure. Donc on ne va pas déflorer la réponse, mais il y aura la réponse à cette question très intéressante. Alors, je fais mon petit sport comme ça en même temps. Allez. Pareil, vous présentez en 20 minutes. Bonjour, Aurore Bazalo-Bermou du laboratoire Mère Molécules Santé. Merci pour cette belle présentation. Je voulais savoir, au niveau du réseau trophique, j'imagine que les petits APUX sont relativement bas. Et je me demandais si c'était une source d'alimentation pour de nombreuses autres espèces dans leur milieu. Vous avez...
Si vous avez des éléments de réponse. Oui, il y a une thèse qui a été réalisée sur justement les colonies et la pousse, mais là, avec Concarneau en 2009 ou 2010, si mes souvenirs sont bons, de Karine Rigolet. Alors, a priori, ils sont plus prédatés par des némertes ou enfin, par des vers. Les haplops, en fait, c'est plus par le biais des flux sédimentaires, enfin des flux de nutriments qui vont favoriser en fait du phytoplancton et qui vont nourrir la colonne d'eau que vraiment eux prédater. Après, c'est des zones de nurserie ou des zones de refuge parce que tout ce qui est chalutage pélagique, enfin benthique, n'est pas possible puisque les tubes vont colmater les filets. Donc, mais par contre, il y a du chalut, mais pélagique à ce niveau-là, donc plutôt des espèces avec fourrage. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait une sorte d'effet réserve lié au fait qu'il y a moins de pêche à ce moment-là ou pas? Il y a quand même pas mal de traces de chalut pélagique on voit bien en fait. Mais pour le bateau, mais pour le benthique, non, c'est. Les pêcheurs qu'on a eu rencontrés nous disent là c'est pas possible de pêcher enfin, parce que c'est des zones de nurserie, surtout de poissons plats. Là, non, c'est surtout pas aller ratisser dans les pouces.